Dr Chami. Donc, j'ai choisi de vous présenter le cas de la façon chronologique telle que nous l'avons vécu, pour que ce soit plus vivant, et je vais vous poser 3 questions pendant la présentation pour vous faire un petit peu réfléchir avec moi sur les diagnostics différentiels et l'attitude thérapeutique. Donc, il s'agit d'une patiente qui est âgée de 63 ans, qui a été admise un vendredi après-midi aux urgences pour une exacerbation de sa dyspnée. Alors, comme vous le voyez, c'est une patiente qui est obèse, elle a un BMI à 40, elle est pyrétique, elle a 38,9 de température, polypnéique, cyanosée. À l'auscultation pulmonaire, on a des râles fins aux 2 bases. On note également un œdème discret au niveau des membres inférieurs. Elle est légèrement hypertendue, tachycarde et hypoxémique. À l'examen physique, je ne sais pas si ça va se voir très bien, on constate uniquement au niveau des paupières en fait, qu'elle a une discoloration mauve. Elle a également au niveau du tronc, uniquement au niveau des épaules et de la nuque, des zones en fait d'hypopigmentation. Tout le reste de l'examen cutané est normal. On peut baisser les lumières dans la salle. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'en fait, elle a je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une ptose, mais en tout cas, elle n'arrive pas à ouvrir facilement les yeux. Alors, son histoire remonte à 4 mois. Elle se plaint d'une toux sèche, d'une dyspnée à l'effort. Elle a perdu plus que 10% de sa masse corporelle, donc 24 kg en 3 mois. Elle se plaint de pyrosis, de constipation. Elle est asthénique. Elle présente également une faiblesse au niveau des membres inférieurs. Par contre, il n'y a pas de syndrome de Raynaud, il n'y a pas d'arthralgie. Ses antécédents médicaux sont chargés. Elle est hypertendue, elle présente une cardiopathie ischémique, elle est diabétique, hypothyroïdienne et dyslipidémique. Alors, elle nous raconte qu'en fait, elle a été hospitalisée 3 à 4 semaines avant d'être admise chez nous à l'hôpital, dans un autre hôpital, pour laquelle on a posé un diagnostic en fait de fibrose pulmonaire, mais apparemment uniquement sur base d'un scanner thoracique, et elle a été d'emblée mise sous corticoïdes à 60 mg par jour, avec une dose décroissante. Elle a également vu un rhumatologue en externe qui a pratiqué certains examens, dont des tests rhumatismaux qui sont négatifs, un BNP qui est normal et un panel d'anticorps antinucléaires anti-DNA qui était négatif. Son traitement actuel, elle est sous corticoïdes 20 mg, pour le reste, elle est sous bêta-bloquant, diurétique. Le reste, c'est traitement classique pour son diabète et sa pathologie cardiaque. Alors, la radiographie des poumons, à l'admission chez nous, donc c'est le 26 du 2, mais peut-être que la radio, en fait, à l'admission, lorsqu'elle était dans le premier hôpital, est peut-être un peu plus claire. Donc, on note un infiltrat alvéolo-interstitiel prédominant au niveau des 2 bases, avec une discrète scissurite. Chez nous, la radio était faite en position assise, donc le cœur est étalé sur les coupoles, mais il n'y a certainement pas d'amélioration au niveau du syndrome alvéolo-interstitiel. L'électro est normal, les gaz montrent une hypoxémie, hypocapnie, elle est en alcalose respiratoire. Au niveau des examens sanguins, la formule numération est strictement normale. Par contre, il y a un syndrome inflammatoire important, une vitesse à 67, CRP 243, une discrète insuffisance rénale, des LDH qui sont très élevés, 1200, une hypoalbuminémie, une TSH à 5,6 et une hémoglobine glycosylée à 7,1. Les analyses d'urine sont sans grande particularité, si ce n'est qu'elle a une infection urinaire à Escherichia coli multisensible. Et donc, ma première question, je vais voir un petit peu avec vous, qu'est-ce que vous pensez du diagnostic à cette partie de la présentation? Est-ce que vous pouvez voter? Voilà, attention, bad choice. Donc, vous avez 4... Non, pas maintenant. Vous avez 6 choix, pardon. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une connectivite mixte? Un syndrome, mais c'est pas ça la question. Sorry, c'est pas ça la question. On est trop loin déjà. Je vais vous dire la première question. Non, là, c'est la Eli. Non. Bon, c'est celle-là, on ne bouge plus. Vous avez donc 5 possibilités. Est-ce que vous pensez que c'est un diagnostic qui est compatible avec une myasthénie gravis, avec une dermatopolymyosite, un syndrome paranéoplasique, une sarcoïdose ou une connectivite mixte? Vous pouvez voter, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. 7 secondes, il n'y a que 13 personnes qui ont voté. Il y a de la CAFO. On est à 20 seulement. Vous pouvez vous lancer, c'est pas coté. Hein. C'est anonyme. Soyez courageux. Bon.
réponses. Ok, donc la majorité d'entre vous, enfin il y a deux majorités, 32%, 32%, pour la connectivite mixte ou pour la dermatopolymyosite. Okay. Mais c'est quand même assez partagé. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est donc de la mettre sous corticoïdes, augmenter un peu les doses de corticoïdes, donc 40 mg BID, avec de la lévofloxacine, et nous avons également mis la patiente sous Bactrim, puisqu'elle est quand même sous corticoïdes à plus que 20 mg par jour depuis plus ou moins un mois. Alors l'évolution est très favorable. Au deuxième jour, elle n'a pas de température, la tension, le rythme cardiaque se sont normalisés, le débit urinaire est bon, les gaz sont normalisés sous oxygène. La seule chose qui pourrait être un peu inquiétante, c'est que la créatinine est en train de monter, elle a 1,9, les LDH également 1378. Alors, le scanner qui a été pratiqué montre essentiellement, comme vous le voyez aux bases, un syndrome de verre dépoli avec quelques augmentations au niveau réticulé, essentiellement au niveau des bases. On note également un petit épanchement pleural au niveau des bases, mais il n'y a pas de rayon de miel. Donc, je dirais qu'on est probablement plus en faveur d'une pneumonie interstitielle de type non spécifique. Le reste des investigations, on a une échocardiaque qui montre une insuffisance aortique 3 sur 4. La gastroscopie montre une hernie hiatale, une œsophagite de reflux, une gastrite. L'échographie rénale et le Doppler des artères rénales est normal. On a pratiqué un test au mestinon, parce que le tensilon n'était pas disponible, qui s'est révélé négatif. La fonction respiratoire, on a un syndrome restrictif avec 68% de capacité vitale forcée. Le TIFNO est à 126%, la capacité pulmonaire totale à 54% et une DLCO qui a baissé à 69%. La fibroscopie qui a été faite 3 jours après l'admission, macroscopiquement, elle était normale. Au niveau de la formule, on voit qu'il y a des neutrophiles à 9%, lymphocytes à 6%. La recherche de BK de pneumocystis est négative. Par contre, la recherche de CMV est fortement positive et on a également une sérologie sanguine, donc des IgM et des IgG qui sont fortement élevés et donc qui plaident pour une infection à cytomégalovirus. Donc le traitement change, on la met sous genciclovir, on essaie de diminuer un peu les doses de corticoïdes, on adapte les doses de lévofloxacine à la fonction rénale et on arrête le Bactrim. Malheureusement, à partir du 12e jour, l'état de cette patiente s'aggrave, donc elle commence à tousser, elle vomit, elle développe une oligoanurie, la clearance de créatinine qui a été faite à ce moment-là était quand même assez abaissée, on voit apparaître une protéinurie qu'elle n'avait pas à l'admission. Elle développe une poussée hypertensive assez sévère, elle fait un œdème pulmonaire aigu, on la transfère aux soins intensifs, elle est intubée pendant 3 jours et on doit malheureusement commencer la dialyse à partir du 13e jour. Sur le plan biologique, comme on peut le voir ici, la patiente avait 12,7 d'hémoglobine à l'admission. Vous voyez qu'en fait, au jour 9, elle n'a plus que 8,6 d'hémoglobine. Ici, donc, elle a été transfusée. Les plaquettes également ont chuté de 260 000 à 76 000. La fonction rénale a continué d'augmenter. Vous voyez que le jour 17, c'est déjà post-dialyse, elle a une créatinine à 5,6 et les LDH qui ont augmenté jusqu'à 3200. Donc, on a fait des réticulocytes, aptoglobuline, aldolase et le COMS qui ont révélé donc une anémie hémolytique d'origine non immune. Le panel d'anticorps qui avait été demandé à l'admission, je vous rappelle qu'il était négatif en externe, probablement que les résultats du laboratoire n'étaient pas fiables, ont montré des anticorps antinucléaires à 1 sur 1000. Les ANCA anti-DNA sont normaux, le C3-C4 est normal. Les urines, par contre, ont changé. On voit apparaître une hématurie, une protéinurie et des cylindres granuleux. Donc, on est en présence d'une patiente qui a une maladie auto-immune. Elle présente une fibrose interstitielle de type non spécifique. Elle a une pneumonie ACMV, une anémie hémolytique, une thrombopénie et elle développe une insuffisance rénale aiguë. Donc, ma deuxième question, c'est de voir avec vous qu'est-ce que vous pensez qui peut être la cause chez cette patiente de l'insuffisance rénale aiguë. Là, non? Ok, d'accord, sorry. Est-ce que vous pensez que c'est lié à une connectivite mixte? Est-ce que ça peut être un syndrome hémolytique urémique ou bien un purpura thrombotique thrombocytopénique? Est-ce que c'est une sclérodermie qui évolue vers une crise rénale? Est-ce que vous pensez que c'est une glomérulonéphrite lupique ou une néphrite interstitielle aiguë d'origine éventuellement iatrogène ou virale? Je vous laisse voter.
17 votes. Allez-y, hein. Vous n'avez rien à perdre. 24 personnes, la moitié qui n'a pas répondu. Hein. Bon, alors vous avez 36% qui pensent une connectivité mixte, 36% pour une crise rénale avec une sclérodermie, 8% pour une glomérulonéphrite lupique. OK. Vous n'êtes pas mauvais. Alors, pardon, monsieur. La question suivante est juste après. Donc, puisque vous avez en principe déjà posé un diagnostic préliminaire, qu'est-ce que vous pensez faire comme traitement chez cette patiente? Alors, malheureusement, je pensais qu'on avait des votes multiples. Donc, en fait, vous allez être obligé de répondre à peut-être votre traitement de choix. Il y en avait 5. Donc, vous faites une corticothérapie des pulses pendant 3 jours. Vous donnez de l'endoxan. Vous proposez une plasmaphérèse, vous donnez des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou vous donnez du mycophénolate mofétyl. Prenez peut-être votre traitement de choix parce qu'en fait, on peut quand même donner plus qu'un seul traitement. C'est toujours les mêmes qui votent, hein. On s'arrête à 24. 26. Ça monte. 27, bon. Alors, vous êtes en grande majorité pour donner des pulses de corticoïdes. Certains d'entre vous donnent le cyclophosphamide, 15 proposent la plasmaphérèse, 7 les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et 4 donc le mycophénolate. Bon, c'est la dernière question. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre cette patiente en fait sous endoxan, 1 gramme, de diminuer les corticoïdes à 40 mg IV par jour, je vous dirai pourquoi ensuite, et de la mettre également sous inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc sous captopril, 3 fois 50 mg par jour. Les investigations histologiques, M. Aftimos. Je vais demander à Dr Aftimos donc, de commenter l'anatomopathologie. Donc, il y a 4 prélèvements qui ont été faits, des biopsies transbronchiques, une biopsie rénale par laparoscopie, une biopsie de la peau et des muscles. Bien, en fait, ça c'est la biopsie pulmonaire. Et comme vous le voyez, c'est un prélèvement qui n'est pas mauvais, il est de bonne qualité. Et on voit très bien ici l'épaississement des cloisons interalvéolaires. Évidemment, je ne peux pas classer cette fibrose et j'ai posé un diagnostic de fibrose interstitielle sans pouvoir vraiment la classer dans un chapitre particulier. Voilà le rein. Donc, je vous montre ici un glomérule sur 2 colorations différentes. Vous voyez, dans ce glomérule, il y a dans l'artère afférente une nécrose fibrinoïde de la paroi, une thrombose dans la lumière. Et là, sur l'argentation, vous voyez également qu'il y a un épaississement, un dédoublement de la membrane basale glomérulaire. Là, il y a une autre thrombose également dans une petite artère. Donc, c'est une lésion qui est tout à fait caractéristique d'une microangiopathie thrombotique. Alors, pour l'étiologie, ça doit être discuté avec les cliniciens et les biologistes. Ça peut être évidemment une sclérodermie, ça peut être un syndrome hémolytique urémique, ça peut être un purpura. Donc, il faut voir ça avec Madame Chamy. Pour la biopsie cutanée, en fait, voilà, il y a un épiderme qui n'est pas très épais, mais ceci, je pense, c'est dû d'une part à son diabète et à son âge. Il y a une légère fibrose du derme, mais ce n'est pas la fibrose de la sclérodermie. Par contre, on voit ici une calcification dans l'hypoderme et sur un PAS, on voit des lésions vasculaires qui sont tout à fait caractéristiques du diabète. Vous savez que dans le diabète, il y a des lésions microangiopathiques avec un épaississement de la paroi des capillaires et un aspect annulaire de ces capillaires. Donc, j'ai conclu là aussi à des lésions non spécifiques, sauf pour de la microangiopathie diabétique. En fait, la calcification, je ne sais pas si elle peut rentrer dans le cadre d'une sclérodermie, mais que je n'ai pas ici. Et finalement, pour de la biopsie musculaire, vous voyez que le muscle est très malade. Nous avons des fibres de taille variable. Et dans l'interstitium, il y a une fibrose qui est d'ailleurs mieux montrée ici sur cette coloration au maçon
vous avez la fibrose qui est colorée en vert, et il y a un infiltrant inflammatoire, et de temps en temps, une fibre musculaire basophile de type régénératif. Donc là, c'est une maladie inflammatoire musculaire. On peut discuter évidemment une polymyosite ou une dermatomyosite. Vous savez que pour nous, le diagnostic différentiel se fait dans la localisation de l'infiltrat. Quand l'infiltrat est autour des faisceaux, c'est une dermatomyosite. Et quand il est au centre, quand il est dans le faisceau lui-même, on est plutôt en faveur d'une polymyosite. Donc voilà ce que je vais proposer à Madame Chamy. Merci. Bon, alors pendant ce temps-là, on a évidemment demandé un profil d'anticorps. Le profil d'anticorps, en fait, est revenu positif pour les anticorps anti-topoisomérase, donc l'anti-SL70, qui était d'abord légèrement positif à 1,8 et qui a été contrôlé à 2,5. Les autres anticorps, en fait, sont tous négatifs, juste l'anticorps de la thyroperoxydase, donc pour la thyroïdite. Donc, notre diagnostic final, on est en présence d'une patiente qui a une maladie auto-immune avec une fibrose de type non spécifique, une insuffisance rénale aiguë avec une microangiopathie thrombotique. Cette patiente avait également des symptômes de reflux gastro-œsophagien, de malabsorption, d'une faiblesse musculaire avec une myosite et certaines anomalies cutanées, dont la calcinose, les zones d'hypopigmentation, la discoloration des paupières, mais toujours, je vous le rappelle, aucun syndrome de Raynaud. Donc, notre diagnostic final, en fait, c'est une sclérodermie systémique diffuse qui a été présentée en fait, à l'hôpital avec une pneumonie à CMV. Alors l'évolution, donc cette patiente a été mise sous endoxan, qui ont été répétées donc 6 cures, qui ont été suivies par Limuran. Les corticoïdes ont été rapidement diminués à 7,5, on verra également pour quelles raisons. Elle a été mise sous anciclovir et puis sous valacyclovir qu'on vient seulement d'arrêter donc après 1 an. Elle est toujours sous captopril, nifedipine, clopidogrel, aspirine, atorvastatine et un traitement symptomatique pour ses lésions digestives. Elle a quitté l'hôpital au jour 35 avec une amélioration clinique quand même importante et une radiographie des poumons qui s'est quand même fortement améliorée. L'évolution à 1 an, malheureusement, elle est toujours sous dialyse. Elle a finalement développé un syndrome de Raynaud, mais assez récemment. Elle a développé des ulcères non digitaux, des extrémités inférieures, qui ont été assez rebelles au traitement et qui sont extrêmement douloureux. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle a récidivé. En fait, je ne sais pas si vous voyez la paupière à droite. Quand on a diminué les corticoïdes, en fait, elle a de nouveau eu des problèmes de faiblesse musculaire. Donc, on est là, je ne sais pas, Dr Guilvin peut-être pourra commenter là-dessus. C'est peut-être la seule chose qui ne colle pas dans le diagnostic, c'est qu'on n'a pas d'explication, en fait, pour cette difficulté d'ouvrir les paupières. La radiographie à 1 an, vous voyez que la radiographie, je ne dirais pas qu'elle est normalisée, mais en tout cas, les opacités envers dépoli ont vraiment énormément diminué. La fonction respiratoire aussi s'est beaucoup améliorée. Évidemment, on ne peut pas vraiment juger de la part du CMV lorsqu'on a fait la première fonction respiratoire. Probablement que ça avait quand même un rôle important. L'échographie cardiaque n'a pas montré d'hypertension pulmonaire. Alors, si vous me reste 5 minutes, je vais vous faire un petit rappel de la sclérodermie. La sclérodermie, donc, c'est une maladie auto-immune qui est caractérisée essentiellement par 3 paramètres, donc l'hyperréactivité vasculaire, qui se manifeste par le syndrome de Raynaud lorsque l'atteinte est digitale, la crise rénale lorsque les artérioles sont rénales et éventuellement l'hypertension pulmonaire. La deuxième grande caractéristique, c'est la fibrose diffuse qui peut toucher la peau, les poumons, les intestins et le cœur. Et enfin, les anomalies auto-immunes. La prévalence varie selon les études, mais vous voyez que c'est quand même une maladie qui est rare. L'âge classique, c'est entre 30 et 60 ans, et c'est 4 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Alors, on distingue en fait 4 grandes formes de sclérodermie. Vous avez la sclérodermie localisée, qui présente uniquement des signes cutanés. La sclérodermie, en fait, sans sclérodermie, qui touche uniquement les organes internes. Vous avez le syndrome de chevauchement, donc avec des signes éventuellement de lupus, de rhumatisme articulaire, de polyarthrite rhumatoïde ou de polymyosite. Et vous avez 2 formes, limitée ou diffuse, qui est l'ancienne en fait, appellation du CREST syndrome, et la forme diffuse qui donc touche, comme c'était notre cas chez notre patiente, essentiellement donc, des lésions au niveau du tronc. Alors, il y a d'autres critères diagnostiques, comme ceux qui ont été donnés par l'American College of Rheumatology, mais comme vous le voyez, en fait, ici, le patient doit en principe avoir ou un critère majeur ou 2 sur 3 des critères majeurs, ce qui n'était pas le cas de notre patient, puisqu'on n'avait relativement pas de signes cutanés, en tout cas à l'admission, ni sclérodermie, ni ulcères digitaux, uniquement une fibrose des bases, donc ce n'était certainement pas suffisant.
J'ai bien aimé cette petite phrase que j'ai reprise d'un article de Gabrielli où il parle de la pathophysiologie en fait, de la maladie, où il dit qu'en fait, il n'y a vraiment aucune classification actuelle qui reflète l'hétérogénéité des manifestations cliniques de la sclérodermie. Alors le diagnostic, comment est-ce qu'on le pose? Il est essentiellement clinique. Lorsqu'on a des épaississements de la peau, le phénomène de Raynaud, qui je vous le rappelle en principe est quand même un des signes les plus précoces de la sclérodermie, est présent dans plus que 95% des cas, et avec des degrés variables d'atteinte des organes internes. Au niveau des autoanticorps, on a des anticorps antinucléaires dans plus que 95% des cas, avec des anticorps anticentromères ou anti-isomérases, topoisomérases, qui sont assez spécifiques de la maladie. Par contre, il y a d'autres anticorps aussi, c'est important de faire un panel complet parce que ça peut en fait nous donner une idée du risque, du pronostic chez cette patiente. Et donc, chez nous, ces anticorps étaient positifs, ce qui colle assez bien avec la pathologie qu'on avait, donc pathologie interstitielle, maladie diffuse et crise rénale. Alors la peau, ce qu'on a en principe d'une sclérodermie, mais donc là je vous le rappelle que nous on avait vraiment uniquement les zones d'hypopigmentation, on n'avait pas ni calcinose, ni microstomie, ni télangiectasie, sclérodactylie, ni ulcères digitaux, ni les colorations sel et poivre. Les changements vasculaires, là aussi on peut avoir donc le phénomène de Raynaud, des ulcères et des ischémies au niveau des doigts et les ulcères quand même de jambes. Au niveau respiratoire, deux grandes complications majeures, la fibrose pulmonaire, qui est une des complications les plus graves, qui se présente en général au début de la maladie dans des formes diffuses. La majorité des cas, c'est des pneumonies non spécifiques. On conseille donc de faire des fonctions respiratoires régulières tous les 6 mois. L'autre grande complication, c'est donc l'hypertension pulmonaire, qui peut être très grave, et donc c'est important aussi de la screener, en tout cas tous les 6 mois. La crise rénale est présente dans 5% des patients. Elle est plus prédisposée lorsque le patient est âgé ou qu'il a une pathologie rénale chronique. Le pronostic est quand même bien altéré puisque c'est 65% à 5 ans et malheureusement, le sevrage de la dialyse n'est possible que dans la moitié des patients. Après 2 ans, éventuellement, une transplantation peut être proposée. Alors, il faut reconnaître la crise rénale. J'avoue que dans notre cas, on y a pensé, mais c'était un peu trop tard. Donc, ça se passe en fait, en général, dans les maladies diffuses dans les 4 premières années, avec surtout des maladies qui se développent rapidement. On note en général une anémie hémolytique qui précède et une microangiopathie qui se présente dans 43% des cas. Ce qui est très très important à retenir pour nous pneumologues, c'est qu'un des facteurs qui provoque la crise rénale, en fait, c'est l'augmentation des corticoïdes. Donc toutes les doses de corticoïdes de plus que 15 mg par jour ont été décrites comme étant une des causes qui provoquent en tout cas le déclenchement de la crise rénale. Les signes tardifs, donc c'était notre cas, hypertension, éventuellement encéphalopathie, insuffisance ventriculaire gauche, l'apparition récente d'une protéinurie ou d'une hématurie et une augmentation rapide de la créatine avec une oligoanurie. Les autres systèmes, je vais passer rapidement dessus, mais vous voyez que la faiblesse musculaire est décrite, les symptômes digestifs également, la faiblesse et la perte de poids également. Le traitement, malheureusement, aucun traitement curatif. Par contre, des médications qui aident le contrôle des symptômes et la prévention des complications. Ce qu'on propose actuellement, en fait, c'est un traitement basé par organe. Donc, je vous ai pris les recommandations de l'Eustar. Le syndrome de Raynaud, donc on le traite par nifedipine ou iloprost intraveineux. Lorsqu'on a des ulcères digitaux, aussi l'iloprost ou éventuellement le bosentan en prévention. La fibrose pulmonaire doit être traitée par endoxan. L'hypertension pulmonaire est traitée de façon classique, plutôt avec le bosentan. Au niveau de la peau, c'est plutôt le méthotrexate. La crise rénale, c'est probablement une des seules insuffisances rénales dans lesquelles on conseille de donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. La prévention, donc je viens de le dire, faites attention aux corticoïdes. Point de vue digestif, c'est donc un traitement tout à fait symptomatique. Donc les corticoïdes, en fait, sont relativement peu indiqués. Il y a peu d'indications dans la sclérodermie. On le conseille éventuellement dans les arthrites inflammatoires, dans la pneumonie interstitielle, la fibrose, mais à des doses, vous voyez, modestes, 10 à 15 mg, et toujours en association avec des immunosuppresseurs. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, je viens d'en parler, donc il faut les continuer, même lorsqu'on a une crise rénale et même lorsqu'on est en dialyse. Alors, je voudrais faire un tout petit commentaire aussi sur la présence du cytomégalovirus. On a dans la littérature pas mal de case reports qui montrent en fait des infections à CMV au début des maladies auto-immunes chez des gens qui sont au départ en parfaite bonne santé, ce qui implique en tout cas éventuellement une vasculopathie qui pourrait être induite par un virus.
D'autres études ont montré que le CMV peut initier, voire maintenir l'inflammation dans les vascularites. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans des cas de présentation aiguë, en tout cas de sclérodermie, eh bien, on a retrouvé du CMV dans les cellules endothéliales, dans les biopsies cutanées. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon sur le CMV, mais juste pour vous montrer qu'il y a des études intéressantes qui montrent que le CMV a beaucoup, en fait, de fonctions immunomodulatrices, donc dans le développement des maladies auto-immunes, éventuellement dans l'aggravation des maladies auto-immunes. Et un dernier mot aussi sur la radiologie. Bon, c'est vrai qu'au départ, on avait des images en verre dépoli. C'est difficile de savoir si c'était lié en fait au CMV, qui montre aussi des zones donc, en opacité en verre dépoli, aussi avec des épaississements septales, peut-être également des petits nodules qu'on voit ici, là où sont les flèches, et éventuellement un épanchement pleural bilatéral. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Chamy, élégamment présenté.